Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une victoire en Ligue des Champions et un séjour en prison. Avec le football, Bernard Tapie a connu ses jours les plus heureux, mais aussi les plus tristes. L'homme d'affaires est mort le dimanche 3 octobre à Paris, des suites d'un cancer. Il avait 78 ans. Code Source raconte aujourd'hui le Bernard Tapie, président de l'OM, entre 1986 et 1994, avec Harold Marchetti, journaliste au service des sports du Parisien. Harold Marchetti, vous avez travaillé à Marseille en tant que journaliste pendant 10 ans, à partir de la fin des années 80. Vous êtes vous-même de Marseille. Racontez-nous la première fois que vous avez rencontré Bernard Tapie. Bien, ça remonte à l'été 1989. C'était lors d'un banal entraînement de l'Olympique de Marseille au stade de Lumini, dans les quartiers sud de la ville. J'étais journaliste depuis peu de temps. Bernard Tapie, à l'époque, était au sommet de sa gloire et on m'avait envoyé faire un reportage. Je me revois très bien en bafouillant un peu ma question parce que j'étais assez impressionné par le personnage. Et je lui avais demandé, Monsieur Tapie, est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes ? Je l'avais vouvoyé. Il s'est tourné vers mes confrères bien plus âgés en disant: à l'avenir, j'aimerais bien, messieurs, que vous soyez aussi polis et respectueux à mon égard que ce jeune homme. On ne va pas raconter toute la vie de Bernard Tapie dans cet épisode de Code Source, seulement son histoire avec l'Olympique de Marseille, mais d'un mot, il faut rappeler que Bernard Tapie vient d'un milieu populaire. Il est né le mardi 26 janvier 1943 dans le 20e arrondissement de Paris. Oui, il a grandi en Seine-Saint-Denis. Son père était ouvrier frigoriste, sa maman aide-soignante. Il a un frère cadet et il vivait en fait dans un milieu très modeste, un tout petit appartement. Je crois qu'il partageait un 20 mètres carrés. Et le papa de Bernard Tapie était quelqu'un de très engagé, très à gauche. Et en fait, les relations père-fils n'étaient pas très simples dans la jeunesse et l'adolescence de Bernard Tapie. Après de nombreux échecs dans les années 60 et 70, Bernard Tapie réussit dans les affaires dans les années 80 en rachetant des entreprises en difficulté et en les redressant. Il a une première expérience dans le sport avec le cyclisme dans les années 1985 et 1986. Il vient d'acheter Look, qui était spécialisé dans les fixations de ski. Et en fait, il veut faire évoluer cette marque vers le monde du vélo. Et il pensait que pour mettre en avant ces entreprises, il fallait une personnalité marquante. Et un des grands sportifs français de ces années-là, c'est Bernard Hinault. Bernard Hinault cherchait une nouvelle équipe. Bernard Tapie arrive en lui disant: moi, je vais te faire à nouveau gagner. Et les deux hommes vont s'associer. Et ça sera l'équipe à vie claire. En 1985, Bernard Hinault va gagner son 5e Tour de France. Et en 1986, un autre membre de la vie claire, l'Américain Greg LeMond, va à nouveau gagner le Tour. Donc ça sera un sans faute pour Bernard Tapie. Le 4 octobre 1985, il fait partie des invités d'un dîner à l'ambassade d'URSS à Paris en l'honneur du dirigeant russe Mikhail Gorbatchev. Il se trouve que le plan de table va un petit peu forcer le destin. En fait, Bernard Tapie va se retrouver à côté d'Edmond Charleroux. Alors Edmond Charleroux, à part avoir gagné le prix Goncourt en 1966 pour son livre Oubliez pas Hermes, c'est aussi la femme du maire de Marseille, Gaston Defferre. Gaston Defferre qui est une institution à Marseille puisqu'il est maire depuis 1953. Les deux personnes vont sympathiser et puis sur le ton de la boutade, Edmond Charleroux lui dit: Monsieur Tapie, puisque vous avez tant de succès avec le sport, et si vous repreniez l'Olympique de Marseille ? Et beaucoup d'autres personnes se seraient dégonflées. Et Tapie, non. Tapie, il dit chiche. Il connaît le foot ? Pas vraiment. En fait, il est sportif, il pratique un peu, il fait du vélo, de la course, mais il ne connaît pas particulièrement le foot. Mais il y a ce côté qui sent les choses et il sait s'entourer. Bernard Tapie est donc intéressé par l'Olympique de Marseille et à partir de là, il engage un bras de fer avec le président de l'OM en poste. Le président de l'OM en poste, c'est Jean Carieux. Effectivement, Jean Carieux ne veut pas céder à place. Et Bernard Tapie veut être le seul maître à bord. Il va donc avoir un conflit entre les deux hommes, un conflit ouvert, qui va être arbitré par Gaston Defferre, le maire tout-puissant. Et c'est Bernard Tapie qui va remporter ce combat-là. À ce moment-là, l'Olympique de Marseille est en milieu de tableau, 12e. Il n'a pas gagné une seule compétition depuis 1976. Le 12 avril 1986, Bernard Tapie rachète l'OM pour 1 franc symbolique. Et d'entrée, à son arrivée à la tête du club, il affiche son ambition.
Il dit Marseille va redevenir un club qui compte en France. Marseille va gagner à nouveau des titres et il va décliner en fait ces 3 initiales qui sont un petit peu les initiales qui le caractérisent, les 3 R. Le R comme le rêve, donc faire rêver le public marseillais qui ne vit que pour le football. Le rire parce qu'également victoire génère du rire, de la joie, mais également le R de risque, puisque des joueurs aussi talentueux soient-ils ne réussissent pas toujours, surtout dans le contexte marseillais. Et il rêve aussi d'Europe, de briller sur la scène européenne ? Absolument. En plus, autant Marseille a gagné beaucoup de titres au niveau français, autant Marseille n'a jamais brillé, même dans ses périodes les plus fastes, sur la scène européenne, et lui, il va être le premier. Il s'entoure de grands noms. Il va chercher pas plus loin que Michel Hidalgo. Michel Hidalgo, en 1986, c'est le personnage central du football français. L'homme qui a été champion d'Europe avec l'équipe de France en 1984, on lui a même proposé de devenir ministre des Sports. Quand on veut faire du foot en France, on s'entoure de Michel Hidalgo. Dans les tribunes, au stade Vélodrome, là aussi, il veut du spectacle. Oui, donc il va instituer un écran géant, ça n'existait pas au stade Vélodrome avant son arrivée. Il y aura également des feux d'artifice avant les matchs et après les matchs. Ça aussi, c'est totalement nouveau pour l'époque. Autant maintenant c'est banal, mais en 1986, ce n'était pas le cas. Donc il veut faire également des tribunes un spectacle. Comment se passe la première saison de Marseille avec Bernard Tapie comme président du club ? Plutôt pas mal. Marseille va terminer 2e du championnat, derrière le Grand Bordeaux. Et puis, Marseille va atteindre la finale de la Coupe de France. Donc, en fait, ils vont obtenir 2 secondes place quelque part. Le 29 janvier 1989, Bernard Tapie devient député pour la première fois à l'occasion d'une législative partielle. Absolument, en fait, il porte la bannière socialiste. Son combat, c'est empêcher le Front National d'arriver à Marseille. Donc il va pourfendre le Front National et son dirigeant Jean-Marie Le Pen. Et il va gagner cette élection pour devenir député. Seule la victoire est jolie. Bernard Tapie, au balcon du stade Vélodrome, savoure ses 623 voix d'avance. Le fruit d'une campagne à l'américaine, acharnée dans les derniers jours. Une campagne qui avait pour enjeu bien plus qu'un siège de député. L'horizon municipal s'annonce divisé pour la gauche marseillaise. Mon seul souci maintenant, ça va être de faire en sorte que pour que cette gauche gagne, il y ait une union. À la fin de cette saison, donc la saison 1988-1989, l'OM peut décrocher le titre de champion de France et le match décisif est disputé le 20 mai à domicile au stade Vélodrome contre Auxerre. Il y a une ambiance exceptionnelle et tout Marseille attend ça puisque Marseille est sevré de titres depuis 13 ans et Marseille, grâce à son buteur JPP, Jean-Pierre Papin, qui réussit un doublé ce soir-là, va s'imposer 2-1 face à Auxerre, ce qui va lui permettre de remporter son premier titre depuis 72, je dis bien premier titre de champion de France. Après ce premier titre, l'objectif de Bernard Tapie, c'est de remporter la Coupe des clubs champions, l'ancien nom de la Ligue des champions. Et en 1990, l'OM parvient à se qualifier pour les demi-finales. Les Marseillais s'imposent au match aller 2-1 contre le Benfica Lisbonne. Et le match retour se joue sur le terrain des Portugais au Stade de la Luz le mercredi 18 avril. 110 000 spectateurs chauffés à blanc qui ont créé une ambiance tout à fait étonnante dans ce stade. En fait, le match est longtemps serré, les deux équipes n'arrivent pas à se détacher. Et puis en toute fin de match, Benfica va marquer un but grâce à Vata. Et but réussi par Vata. Et ce but-là va rentrer dans l'histoire de la Coupe des clubs champions, puisque c'était la Coupe des clubs champions, parce que ce but-là est inscrit de la main, mais l'arbitre ne le verra pas. Il le met de la main. Il le met de la main. Il le met du bras. Il met ce but de la main droite. Que dit Bernard Tapie après cette défaite ? L'OM vient d'être éliminé, il est furibond. Il va dire « Maintenant, je sais comment on gagne une Coupe d'Europe ». Vous savez, il ne faut pas me la faire trop longtemps. Sur le plan du recrutement et de la manière de manager un club, je pense que ça, j'avais su faire. Manager l'environnement d'une Coupe d'Europe, je n'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris. Ça ne se reproduira plus jamais. Bernard Tapie a fait un raccourci et il a pensé que les dirigeants portugais avaient fait le nécessaire auprès de l'arbitre. En gros, ils avaient plus ou moins soudoyé l'arbitre. La saison suivante, la saison 1990-1991, en Coupe d'Europe, l'Olympique de Marseille se qualifie pour la finale. Le grand jour, c'est le 29 mai en Italie, à Bari, face à l'Étoile Rouge de Belgrade. L'Olympique de Marseille a battu le grand AC Milan en quart de finale. Et tout le monde dit mais ils vont faire qu'une bouchée de l'équipe yougoslave puisqu'on est encore avec la Yougoslavie. Et l'OM va dominer, va se créer des occasions mais ne va pas réussir à marquer. Et en fait les deux équipes vont aller à la séance de tir au but et cette séance de tir au but va être fatale aux Marseillais.
Bernard Tapie est au sommet de sa gloire au niveau politique. L'année suivante, en 1992, il est nommé ministre de la Ville dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy. On sait que le président François Mitterrand apprécie Bernard Tapie. Harold Marchetti, quelle relation il entretient avec les journalistes à ce moment-là ? C'est un peu je t'aime moi non plus. Il peut être attachant, il peut être outrancier. Et en fait, il est un peu imprévisible. Moi, à l'époque, je travaillais pour l'agence France Presse. Je ne sais plus exactement quel papier j'avais commis. Mais en tous les cas, ce papier n'avait pas dû beaucoup lui plaire. Il m'appelait à 8h du matin avec un ton assez... Alors, c'était pas menaçant, mais c'était un ton... Il était pas content. Il disait, tu écris de la merde, excusez-moi l'expression, mais c'était le langage très châtié de Bernard Tapie. Et puis, je lui dis, écoute Bernard, puisque maintenant je tutoyais, je lui dis, c'est pas le jour, j'ai mal au dos et tout. Il me dit, ah, tu as mal au dos, écoute, je te prends rendez-vous avec ostéopathe de l'OM, il a des mains en or et il va te soigner en 2 temps 3 mouvements. Et puis une fois qu'il m'avait dit ça, j'étais assez sidéré. Il continue, il reprend son laïus en disant je suis pas content, c'est pas normal qu'à l'AFP vous écriviez des trucs pareils alors qu'on avait raison. Et puis la conversation va s'arrêter. Et le lendemain matin, nouveau coup de fil, je lui dis Bernard, tu vas pas recommencer. Il m'a dit non, je téléphone juste pour savoir si mon ostéopathe a réussi à atténuer tes souffrances. Donc ça c'était tout Bernard Tapie, il soufflait le chaud et le froid en permanence. Pendant ces années-là, l'OM domine le championnat de France. Ah, c'est une hégémonie. En fait, il gagne tout. Il gagne tout en France. Il gagne le championnat en 89, en 90, en 91, en 92. En fait, il ne leur manque qu'une victoire sur la scène européenne pour devenir vraiment le club qui aura marqué l'histoire du football français. Harold Marchetti, on en vient au mercredi 26 mai 1993. Ce soir-là, l'Olympique de Marseille dispute la finale de la Ligue des Champions, comme on dit depuis la saison précédente, en Allemagne, à Munich, face à l'AC Milan. D'abord, vous êtes où, vous, à ce moment-là ? Dans le stade, puisqu'en fait, je couvre cette rencontre pour l'agence France Presse. Je suis envoyé spécial de l'AFP et donc je suis en tribune. Décrivez-nous l'ambiance dans ce stade de Munich. Le rouge et le noir de l'AC Milan d'un côté, le blanc et le bleu de l'Olympique de Marseille, les 2 camps de supporters qui rivalisent de chants, chacun soutient son équipe. Il y a une ambiance, il n'y a pas une ambiance, si vous voyez, qui est tendue, il y a une ambiance festive. En fait, il y a pas mal de respect entre les supporters des 2 camps et maintenant, l'explication doit avoir lieu sur le terrain. Qui sont les stars de l'OM sur le terrain ? Fabien Barthez, le jeune gardien de but, Didier Deschamps, le capitaine, Abedi Pelé et puis Rudi Völler qui joue chez lui puisqu'il est allemand, il est champion du monde avec la Mannschaft, la sélection allemande. Voilà un petit peu les grandes stars de l'OM. Ça c'est vrai qu'on est de tout cœur avec les Marseillais, comme la France entière est avec les Marseillais ce soir. L'arbitre siffle le début de cette finale, forcément tendue. Comment joue l'OM en première période ? L'OM est dominé. Milan va se créer pas mal d'opportunités. Fabien Barthez réussit des prouesses dans les buts pour maintenir le score à 0-0. Racontez-nous la 44e minute de jeu. C'est le premier corner pour l'Olympique de Marseille. Il y a un corner, c'est Abedi Pelé qui va le tirer. Ce serait le très bon moment. Ah, ce serait le moment exceptionnel, vous voulez dire. Le ballon s'élève, Basile Boli donc va s'élever plus haut que les défenseurs milanais. But de Basile Boli sur ce corner. Tête croisée, le gardien de l'AC Milan reste scotché. Basile Boli vient d'ouvrir le score. C'est l'explosion et les joueurs marseillais vont se précipiter vers le buteur du soir, Basile Boli. Fin de la première mi-temps. Le score n'évolue pas en deuxième période. L'OM remporte 1-0 cette finale de la Ligue des Champions. Décrivez-nous Bernard Tapie au coup de sifflet final. Il va embrasser, étreindre son épouse Dominique. Il va même enlacer et embrasser le président de la Fédération française de l'époque, Jean Fournet-Fayard. Et ensuite, il va se précipiter pour partager ce moment de bonheur sur le terrain, sur la pelouse, avec son staff technique et avec ses joueurs. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. Décrivez-nous les supporters marseillais qui ont fait le déplacement à Munich. Ce sont des chants, ce sont des scènes de liesse. On a l'impression que pour chacun, c'est le plus beau jour de leur vie. D'un mot, vous êtes journaliste à ce moment-là à l'agence France Presse, réputée pour sa rigueur. Vous êtes malgré tout de Marseille. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir-là ? Dans un premier temps, je pense surtout à envoyer mon papier, parce que ça, c'est la base. Il faut travailler dans l'instantanéité, mais après, forcément, au fond de moi, je suis heureux, parce que c'est quand même le club de mon enfance, et ça me fait me rappeler mes premiers matchs au Stade Vélodrome, avec des gens qui n'étaient plus là, qui étaient décédés à ce moment-là, et qui forcément auraient été heureux de voir l'OM sur le toit d'Europe.
Harold Marchetti, 6 jours avant cette finale européenne, le 20 mai, Marseille a joué sur le terrain de Valenciennes en championnat de France. Et ce jour-là, un défenseur parle de quelque chose d'anormal au président de son club. À la mi-temps du match, le défenseur de Valenciennes, Jacques Glassman, va dire qu'il a fait l'objet d'une tentative de corruption. Il me propose une somme d'argent et certains avantages si je laissais les Marseillais passer ou si je jouais pas sur ma valeur, quoi. Les dirigeants marseillais avaient peur qu'ils perdent des joueurs majeurs sur blessure. Donc ils s'étaient dit, si on dit à Jacques Glassman de ne pas mettre de coups ou de jouer de façon pas très engagée, on va réduire les risques de perdre des joueurs sur blessure. Une enquête débute, elle est menée par le procureur de la République de Valenciennes, Éric de Montgolfier. Au mois de juin, un autre joueur de l'équipe de Valenciennes, Christophe Robert, avoue avoir reçu de l'argent. Et les enquêteurs vont retrouver enterré dans un jardin à Périgueux, jardin de la tante de l'épouse de Christophe Robert, 250 000 francs en petites coupures. Comment réagit Bernard Tapie ? Bernard Tapie, il s'agite, il dit que c'est totalement dingue, qu'en aucun cas l'OM n'avait besoin d'acheter l'équipe de Valenciennes pour gagner les matchs et que ça n'a ni queue ni tête. Quelques semaines plus tard, le 22 septembre 1993, la Fédération française de football sanctionne l'OM. La Fédération française de foot va frapper très fort. Elle va décider que le titre gagné par l'Olympique de Marseille en 1993 n'est pas attribué. L'OM donc va être déchu de ce titre-là. Et ils vont également décider, et ça c'est beaucoup plus grave pour l'avenir du club, que le club, à l'issue de la saison 93-94, sera rétrogradé, quoi qu'il arrive, en deuxième division. Pour l'Olympique de Marseille, cette affaire est désastreuse économiquement ? L'Olympique de Marseille va se trouver privé de recettes au stade Vélodrome, mais également de droits télé. Et donc pour Marseille, c'est une catastrophe. Déjà que la comptabilité de l'OM était parfois un petit peu dans le rouge de par les énormes investissements consentis pour l'acquisition de joueurs. Là, en gros, Marseille va se retrouver plus que dans le rouge. Situation financière catastrophique. L'affaire VA-OM est jugée par le tribunal correctionnel de Valenciennes en mars 1995. C'est un procès très médiatique. Un procès très médiatique de par la personnalité de Bernard Tapie, qui ne peut pas s'empêcher de faire du tapis, c'est-à-dire qu'il a l'impression d'être sur une scène de théâtre. Il va prendre, assistance à témoins, il va être parfois presque un petit peu irrévérencieux, très goguenard. Sans être parano, il y a sur Marseille et sur tous ceux qui y sont un climat qui est pas très sympathique. Et en face de lui, il va trouver à qui parler en la personne du procureur Éric de Montgolfier, qui lui aussi se nourrit de ses combats, de ses joutes oratoires. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait me donner une information complète sur les mœurs dans le football français et compléter mon éducation d'apprenti footballeur. Aviez-vous besoin de ces renseignements ? Du point de vue de M. Tapie, sans doute. Donc c'est un procès qui va devenir un procès hors norme. Et certains acteurs du dossier disent clairement ce qu'il s'est passé ? Absolument, ils vont passer à table, comme on dit prosaïquement, et ils vont reconnaître la corruption. Le jugement est rendu le 15 mai et on rappelle qu'à ce moment-là, Bernard Tapie est toujours député. Il est condamné. 6h ce matin, branle-bas de combat au 52 rue des Saints-Pères à Paris. 8 policiers tambourinent à la porte du domicile de Bernard Tapie. Il est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, peine qui sera ramenée en appel à 2 ans de prison, dont 8 mois ferme. Et autre sanction, il n'a plus le droit de se présenter à une élection pendant 3 ans. Il est inéligible. Le lundi 3 février 1997, Bernard Tapie se constitue prisonnier à la Santé, à Paris. Le lendemain, son pourvoi en cassation est rejeté. Oui, Bernard Tapie, donc, dans un premier temps, va être incarcéré à la Santé. Derrière, il sera à la prison de Luynes et il finira en fait sa peine à la prison des Baumettes à Marseille. Il va surtout raconter sa première nuit en prison. Sa première nuit en prison, en fait, il s'est allongé sur son lit et il s'est mis à pleurer. Il n'était plus libre de ses faits et gestes. Il a dû relâcher quelque part un petit peu la pression et il s'est effondré. Première nuit en prison qui a marqué à vie. Un peu plus d'1 an après sa sortie de prison en 1998, lui qui avait été chanteur dans ses jeunes années, enregistre un morceau de rap avec Doc Gynéco sur l'album Liaison dangereuse. Et dans ce morceau intitulé C'est beau la vie, il évoque l'affaire VA-OM. Alors putain dis-moi, ce match, on te l'a vendu ? Mais tu rigoles, je les aime à Valenciennes. À l'ancienne, j'ai rangé mon jeu de frappe. Dans les années qui suivent, il y aura des livres, des interviews confidences sur les années Tapie à la tête de l'OM. Quelles étaient les pratiques troubles du président Bernard Tapie ?
On en a dit beaucoup, on a parlé effectivement de joueurs adverses qui auraient été achetés, d'arbitres également qui auraient pu être soudoyés. Il y a même eu une histoire en fait de jus d'orange frelaté qui aurait été absorbé par des joueurs d'une équipe adverse et qui auraient été malades. Jean-Jacques Edéhy, un ancien joueur de l'OM, disait qu'à Marseille, il avait été confronté à des pratiques de dopage. À Marseille et dans d'autres clubs, précisait-il. On n'a pas eu de confirmation. La seule chose qui a été jugée où la corruption a été reconnue, c'est pour l'affaire VAOM. Bernard Tapie lui-même a raconté une anecdote surprenante en mars 2004 dans une émission de Thierry Ardisson sur Paris Première, 93, Faubourg Saint-Honoré. Et il parle d'un match en particulier. Oui, il dit avant une finale de Coupe de France, il avait fait venir des prostituées dans leur hôtel parisien la veille de la rencontre face à Monaco. Tous ces cons de présidents ne se rendent pas compte que toutes les équipes, quand elles viennent la veille à Paris, les mecs la nuit, ils se cassent, ils vont faire les cons. Donc moi, je leur ai dit, on va pas faire les cons à Paris, et vous n'avez pas besoin de les faire, j'amène le matos ici. Et je prévois plein de matos pour qu'ils soient tous servis, chacun dans sa chambre, tu vois. Penses-tu, ces espèces de morphales, tous dans une seule fiole? Et il raconte que tout cela s'est terminé dans une grande orgie sexuelle et que le lendemain, son équipe a gagné très largement face à Monaco. Le lendemain, on écrasait Monaco. Oui, et c'est là que bas blesse parce qu'il y a un problème de temporalité. Bernard Tapie explique que Basile Boli était présent, mais qu'il n'a pas participé à cette partie fine, mais qu'en revanche, il a joué le lendemain le match qui aurait débouché sur un large succès de Marseille, sauf que Basile Boli est arrivé à Marseille en 1990, que la finale qui aurait pu être concernée, c'est celle de 1991, mais que cette année-là, c'est Monaco qui bat Marseille en finale 1-0. Il a menti ? Écoutez, ou il a menti, ou alors il s'est effectivement emmêlé les pinceaux, mais en tous les cas, son histoire telle qu'elle est racontée ce soir-là à l'émission de Thierry Ardisson, elle ne tient pas la route. Harold Marchetti, une chose est sûre, la très grande majorité des supporters marseillais n'en veut pas à Bernard Tapie d'avoir parfois triché avec la vérité, voire triché tout court. Le dimanche 24 septembre 2017, sa famille annonce qu'il a un cancer de l'estomac, qu'il a été opéré. Et le soir même, au stade Vélodrome, les supporters de l'OM lui apportent tout leur soutien. Oui, en fait, c'était lors d'un match face à Toulouse et on va voir des banderoles qui vont fleurir dans les tribunes et notamment une où il est écrit « Bernard, dans cette épreuve, reste le boss ». Et pendant les 4 années que l'homme d'affaires va mener ce combat face à la maladie, on verra réapparaître au stade Vélodrome des banderoles « Courage boss, boss, on est avec toi ». Boss, c'est le surnom de Bernard Tapie. Je pense que ça a été d'un réconfort moral et que ça l'a aidé. Les supporters ne l'avaient pas oublié. D'ailleurs, il avait été interrogé il n'y a pas si longtemps que ça et on lui a demandé « Mais pourquoi vous êtes toujours si populaire à Marseille ?» Et il avait répondu d'une phrase « Parce que j'ai fait gagner l'OM ». Merci Harold Marchetti, je rappelle que vous êtes journaliste au service des sports du Parisien. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer, avec des bureaux dans tous les départements d'Île-de-France et l'Oise, à lire sur leparisien.fr. Et Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible chaque soir sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.